Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'après Calliope où le thème de la session d'aujourd'hui porte sur le formateur face aux enjeux à partir de 2022. Donc, avant de démarrer, un rappel au niveau des 5 gestes pour un bon déroulement du webinaire. Le premier, pensez à éteindre votre téléphone. Le deuxième, ou à minima couper donc le micro de votre téléphone pour ne pas perturber le bon déroulement. Le troisième geste, ne pas parler pendant, au risque si jamais le micro est lancé, par exemple. Donc, on a déjà eu des cas de ce type. Le quatrième geste porte plutôt donc sur la partie questions-réponses. Donc, vous avez un outil chat qui vous permet de poser directement vos questions et vous verrez, on aura donc l'occasion de répondre directement à vos questions. Le cinquième geste, c'est par rapport donc aux questions. Nous allons donc répondre donc à vos questions de manière générale et pour les questions spécifiques, notre équipe, ou en tout cas moi-même, je serai à votre service pour y répondre. Avant de démarrer, donc aujourd'hui, je suis avec François Galinon et Marc Dennery. Marc, je te laisse te présenter. Le micro. J'avais coupé le micro, excusez-moi. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Marc Dennery, j'ai créé avec Henri Ocre le cabinet C-Campus il y a 14 ans. Ça fait 33 ans que je suis dans la formation, comme c'est indiqué. Voilà. Et ma passion, c'est vraiment la formation et la pédagogie. Et j'interviens auprès de grandes entreprises, d'organismes de formation, pour les aider à optimiser la formation et la pédagogie dans leurs entreprises et dans leurs organismes de formation. Merci Marc. Et François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, François Galinou. Alors, je suis entrepreneur depuis 1990, dans la formation, le conseil et l'informatique. Et depuis, j'ai progressivement concentré l'essentiel de mon énergie et de mon activité sur la qualité de la formation. Et j'exerce exclusivement aujourd'hui comme président d'ICPF, dans lequel je suis rentré en 2005. Et je suis très content de partager ce moment avec vous et Marc Dennery, que j'apprécie beaucoup et depuis longtemps. Merci Marc, merci François. Et donc moi-même, Kainena Mouzougan, directrice communication et marketing. Je vais animer donc ce webinaire, traiter donc et remonter vos questions. Et je suis ravie également de vous retrouver nombreux pour ce webinaire. Au niveau donc du déroulement, le webinaire va se dérouler en 4 temps. Le premier où donc François va nous parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ICPF. Le deuxième temps où il va donc faire un retour sur l'après Calliope, la vision, les bénéfices, les opportunités. Le troisième temps où Marc donc, va revenir sur le thème donc, du webinaire, sur les enjeux auxquels vous formateurs faites ou allez faire face, notamment en 2022. Et le quatrième temps où nous allons donc répondre à vos questions-réponses. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au fur et à mesure de l'intervention, posez vos questions. On va prendre des temps pour y répondre en fonction donc de l'avancement de l'intervention. Et sinon, à la fin, après environ 45 minutes d'intervention, on prendra vraiment 15 minutes et on ira jusqu'à 15h15 pour traiter donc toutes les questions. François, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de ICPF? Alors, ICPF, c'est un organisme en pleine expansion, mais qui existe depuis 26 ans. La photo date d'1 an. Et donc, on est aujourd'hui, c'est 40 collaborateurs. Donc, pour ceux qui ont connu ICPF à ses débuts, pendant 17 ans, 0 salarié, c'est un grand changement. Alors, nous avons 14 auditeurs salariés, 72 auditeurs sous-traitants. L'entreprise existe depuis 26 ans. Elle connaît donc une très forte croissance. Et c'est un organisme de certification qui, dès l'origine, est dédié aux formateurs en tant que personnes physiques. On a toujours voulu proposer un service
de certification qualité, une démarche qualité aux professionnels. Alors, on a bien profité avec nos certifiés CNEFOP de la réforme de 2014 et la réforme de 2018 nous a donné une double opportunité. La première opportunité, c'est et c'est à gauche de l'écran, d'avoir l'accréditation COFRAC, donc qui est la consécration pour un organisme de certification. Ça permet de rentrer dans la cour des grands. Et la deuxième, c'est de pouvoir, tout en conservant notre orientation consultant, formateur, entrepreneur, personne physique, proposer nos services aux organismes de formation et donc qui sont caractérisés par un numéro de déclaration d'activité, comme vous le savez tous, et ce qui nous a permis de travailler des structures importantes et surtout de faire en sorte que les managers de ces structures rencontrent nos consultants, formateurs, entrepreneurs. Donc à date, on a 2010 OPAC certifiés, donc des consultants, formateurs, entrepreneurs et des organismes, et nous en avons 1239 en cours, ce qui nous placerait comme le deuxième certificateur français en jugé par les communications de nos 32 ou 33 confrères. Alors les 4 points qui caractérisent ICPF, le premier, c'est qu'on est les seuls à avoir un service entièrement digitalisé avec la plateforme Noé. Donc, sur cette plateforme, nos clients vivent un parcours et qui s'améliore, et toutes les phases importantes de la certification sont digitalisées. Il y a une création de compte et après, tout se déroule. Le deuxième, c'est la proximité territoriale. La majorité de nos confrères ont un modèle d'auditeur sous-traitant. En tant que professionnel de la formation, vous savez très très bien ce que c'est que de travailler en sous-traitance. Je ne vais pas vous m'étaler sur cette différence. Nous, en plus, on a réparti nos auditeurs dans toute la France. On a des sous-traitants quand on est dans des territoires où on ne peut pas aller. Enfin, il y a la compétence technique, c'est-à-dire que le fait d'avoir 14, en fait, avec les managers, on a à peu près 18 personnes en interne qui peuvent faire de l'audit. Ça nous fait qu'on a une très forte compétence technique. On s'est entouré d'expertise. Et enfin, le premier le premier point dans l'ordre, c'est qu'on a gardé ce focus sur les professionnels et un ensemble de services sur le professionnel personne physique. François, il y a une question de Frédéric Walker par rapport à notre activité qui demande, vous êtes organisme de formation et organisme de certification? Alors, ICPF est un organisme de certification et C-Campus est un organisme de formation. Alors nous, on ne fait pas de formation, hein. On ne fait que de la certification qualité en formation. Merci François. Donc, on va passer à la vision d'après Calliope. Alors, ce webinaire s'adresse en particulier aux managers d'organismes de formation ou aux parties intéressées de la formation. Donc, c'est plutôt une série de webinaires qu'on a voulu lancer parce que compte tenu que un tiers des managers d'organismes de formation avaient passé Calliope, parfois pour certains depuis 2 ans, il était temps d'aborder d'autres sujets. Et donc, en revanche, on s'est rendu compte qu'il fallait parfois rassurer sur le fait d'avoir eu la certification Calliope, puisque ça fait longtemps qu'on l'a eu et pour l'instant, il n'y a pas de différence entre un certifié Calliope et un référencé Datadoc. Alors, d'abord, le premier facteur, c'est que Calliope, c'est de la manière dont ça a été conçu, c'est l'expression des exigences du client, vues par les partenaires sociaux, France Compétences, les financeurs. Ça permet de rassurer votre client sur la capacité de votre organisme, je dis bien, à réaliser des prestations de qualité. Ça lui permet bien évidemment de demander le financement public de vos actions et ça vous permet aussi de vous positionner sur les appels d'offres pour en trouver de nouveaux. Ça, c'est les 4 facteurs les plus connus. Un qui est moins connu, c'est que vous placez votre organisme sous contrôle et en permanence, et en particulier tous les 18 mois lors des audits de surveillance ou de renouvellement, vous faites le point avec un auditeur qui va vous permettre de vous situer par rapport aux indicateurs. Et là-dessus, je vous encourage à bien vous organiser pour
profiter au maximum de ce temps qu'est l'audit de surveillance et de renouvellement. Enfin, quand vous êtes chez ICPF, il faudrait qu'on fasse évoluer le chiffre parce que aujourd'hui, c'est près de 3600 professionnels. On a, de par notre connaissance du secteur, notre réseau, on organise des événements, des moments de rencontre et qui vous permettent de fonctionner, de développer les écosystèmes pour vous épanouir et développer votre activité. Alors, nous avons maintenant là ce slide avec un effet à 5 millions de dollars qui est l'escalier de la qualité qui vous montre la voie que vous pouvez suivre pour continuer à améliorer votre qualité et surtout la perception de votre qualité. Parce que en fait, vous faites déjà de la qualité, Calliope vous permet de la faire reconnaître. Alors, je passe rapidement sur les 4 premières marches. Aujourd'hui, vous avez la certification Calliope fonctionne comme une certification CNEFOP, c'est-à-dire que vous l'enregistrez sur Datadog et ça vous permet d'être référencé. Alors, à partir du 31 décembre, voilà les faits, formidable. À partir du 31 décembre, il n'y aura plus que la certification Calliope. Le Datadog va être remplacé par une base de données nationale sur laquelle nous transmettrons, tous les certificateurs qualité vont transmettre le fait que cet organisme soit certifié Calliope ou pas, et dans les catégories. Voilà. Donc les financeurs, ils auront cherché non plus sur Datadog aujourd'hui, enfin pour ce qui est des OPCO et Keros pour l'emploi, les certificateurs vont, les OPCO, les financeurs vont aller vous chercher sur cette base et s'ils vous trouvent, ils pourront être en mesure d'accepter le financement de vos actions de la part de vos clients. Ensuite, la troisième marche consiste à rendre ou à avoir une offre, surtout de formation certifiante. Donc là, vous avez deux voies. La première, qui n'est pas très connue aujourd'hui, c'est de conclure un partenariat avec un certificateur professionnel pour pouvoir utiliser son code CPF. Et la deuxième est de déposer vos propres titres et de devenir certificateur professionnel, c'est-à-dire d'émettre des certificats et de pouvoir faire financer vos formations ou celles d'éventuels partenaires par le compte CPF du stagiaire. Alors ensuite, il y a deux marches qui sont intéressantes dans cette perspective qui se rapproche de futures réformes de la formation, puisqu'on aura certainement une réforme et on va commencer à en parler l'année prochaine, c'est la certification de personnes. Alors ICPF, on a à peu près 1500 certifiés pro, donc c'est professionnel de la formation, et donc la voie de la qualité, c'est d'avoir une certification de personnes, c'est-à-dire que pour un manager d'organisme de formation, c'est d'exiger la certification qualité de ses intervenants, qu'ils soient salariés ou internes. Pour le professionnel, c'est de obtenir cette certification et de s'en servir pour se différencier. Et ça, si on prend le modèle allemand qui a servi de modèle à Calliope, c'est-à-dire une certification nationale, réglementaire, en Allemagne, on a à la fois une certification d'organisme et une certification de personne. Enfin, vous avez la démarche internationale, c'est-à-dire que c'est un des défauts de Calliope, c'est-à-dire qu'il n'a aucune reconnaissance possible avec Calliope à l'international, et ce n'est pas une certification que peuvent choisir des organismes de formation d'autres pays. Donc, le problème de Calliope, c'est que ça empêche les organismes de formation, ça n'aide pas les organismes de formation à exporter leurs services, à se développer, parce que ce n'est pas un signe de reconnaissance qui fonctionne à l'étranger. C'est un vrai problème, un problème réel que nous, à ICPF, on pose depuis longtemps, puisque les PME françaises de formation sont les seules qui ne sont pas incitées à exporter. Alors, toutes les PME de France ne conçoivent pas leur développement sans export. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans un monde globalisé. Donc là, il y a des certifications qui ont du mal à décoller d'ailleurs, hein. C'est très laborieux, je m'y consacre beaucoup de temps depuis 2005, et la certification actuelle internationale, c'est la 21001, et celle-ci vous permet de valoriser votre système de management en tant qu'organisme de formation. Voilà, donc en conclusion, voilà la voie de la qualité dans laquelle vous pouvez vous engager. Alors il y a bien sûr des variantes comme l'ISO 9000. Voilà. Alors, comment nous concevons l'évolution de notre plateforme Noé?
Alors, on a une version 4 qui est en cours. Là, pour ceux qui sont certifiés chez ICPF, vous utilisez la version 3 qui s'améliore sans cesse. On a 8 personnes à temps plein qui travaillent au développement de cette plateforme. Donc, on a des évolutions. Donc là, si par exemple, vous avez très récemment une évolution de la demande, là, et là, on est en train de travailler sur la surveillance et le renouvellement. Alors, dans une version 4, à partir de 2022, on a 4 extensions qui sont à l'étude. Mzara et Naamé, qui sont le nom des femmes de Noé, pour ceux qui n'auraient pas percuté tout de suite. Arche et Ethan. Alors, on va passer au slide suivant pour que je vous décrive brièvement ce qu'il y a dans ces projets. Alors, Arche s'adresse aux managers, aux responsables de programme, au directeur général d'un organisme de formation structuré avec plus de 20 intervenants, externes ou internes. Cet outil permet de référencer et de mettre à disposition des responsables de programme une base d'intervenants qui sont référencés et qui peuvent être partagés ou pas par tous les responsables de programme. Si vous connaissez le fonctionnement de ce type d'organisme, vous voyez la valeur que ça peut avoir. Ensuite, ça permet de traiter des besoins de formation en les soumettant à des intervenants potentiels et de traiter la partie conception de la fiche pédagogique, modularisation du cours, planification, ainsi que les enregistrements qualité, la récupération des enquêtes qualité et la récupération des feuilles de présence, vous voyez, la mise à disposition de tous ces éléments à un éventuel auditeur de certification et la gestion, c'est-à-dire qu'on rapproche la facture de l'intervenant avec la prestation réalisée et on valide la facture et ensuite on l'envoie à la comptabilité pour règlement et comptabilisation. Donc ça, c'est le projet Arche sur lequel on a un concept qui a été validé par un grand organisme de formation et on se pose la question de quand on va y aller ou pas. L'autre projet, c'est Mzara. Donc là, sur ce projet, je me suis inspiré d'un exemple australien. J'ai participé en 2007 et c'est là où j'ai eu l'idée. Donc vous voyez, ça remonte quand même à loin. Un séminaire sur la formation dans la zone Asie-Pacifique. Et là, j'ai découvert qu'en Australie, en fait, si vous voulez faire financer votre formation, vous avez un système où vous déposez des supports et du coup, vous pouvez faire de la formation financée par l'État sur la base de supports. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce concept de validation, de certification du support du contenu. Et donc après, à travers les milliers d'audits que j'ai pu conduire ou faire conduire dans le monde de la formation, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un réel problème de contenu. Et on en parlait tout à l'heure avec Marc. On se dit, bah oui, mais le stagiaire n'a compris que 10 ou 20% du message. Et en fait, moi, je me suis dit, tiens, on va voir le problème à l'envers, c'était quel message a été effectivement, quel pourcentage du message a été effectivement, et quelle est la nature du message effectivement mis à disposition du stagiaire par le formateur. Et là, d'avoir un système qui permettait la conception, la validation et l'élaboration, la diffusion et l'archivage de contenu de formation, de manière à ça retrouver aussi une idée qu'on avait sur, si pour ceux qui, enfin, il y a des sciences ou des domaines de compétences qui sont assez carrés comme l'aéronautique par exemple, où bon, là, on a des procédures, des process et tout ça est très documenté, mais vous avez des référentiels comme un référentiel management où là vous retrouvez beaucoup de choses et que dans chaque formation, le formateur fait passer une partie du message de l'entreprise et une partie de son histoire personnelle. Et finalement, en termes de contenu technique pur, de technique de management, il y a souvent dans beaucoup de formation manager, il n'y a pas grand-chose et c'est pas structuré. C'est là où j'ai voulu, je me suis dit, là, cet outil permettrait d'identifier précisément les techniques qui doivent être transmises. En ce qui concerne Naamé, donc là, c'est un projet où on n'était pas très avancé parce que c'est le projet le plus important. On estime, pour vous donner un ordre d'idée, qu'il y a 1 million d'euros à investir sur ce projet. On s'est rendu compte que
l'intégration de la réglementation en formation professionnelle pour définir la conformité des enregistrements à gérer par un consultant formateur entrepreneur n'était pas assurée. C'est-à-dire que toutes les offres aujourd'hui qu'il y a sur le marché sortent éventuellement une feuille de présence ou une convention de formation, mais l'application stricte de la réglementation et l'application intelligente n'est pas faite, n'est pas réalisée. Donc on a quelque chose qui ressemble, qui est proche, mais qui, on le voit en audit, hein, n'est pas parfait. Donc là, c'est ce qu'on a voulu faire, une application pour le consultant formateur entrepreneur qui lui permet de gérer la détermination du besoin, la conception de son action, la réalisation, le suivi, l'évaluation, et d'organiser, de convoquer, de réaliser, de suivre, d'évaluer et de facturer. Voilà, donc ça, c'est des fonctionnalités que nous, on maîtrise en interne de par notre compétence technique, et de se dire là, on va faire soit un standard, soit une application. L'avantage, c'est qu'en fait, quand vous avez un audit et pour suivre votre qualité et démontrer votre qualité, c'est que vous avez, plutôt que de récupérer toutes vos actions sous forme numérique, un ensemble de PDF ou sous forme papier souvent, là, le choix des actions, l'échantillonnage est beaucoup plus simple puisque vous avez la liste des actions qui ont été financées avec tous les documents, et ça vous permet d'aller plus vite et de mieux maîtriser la qualité de vos actions, et surtout d'avoir une application qui vous permet de faire quelque chose tout de suite conforme. Voilà. Alors ensuite, Ethan s'adresse à ceux qui ont leur titre et qui doivent gérer l'administratif, le workflow de la certification professionnelle. Là aussi, on s'en est rendu compte dans les audits où on intervient dans des organismes de formation qui existent parfois depuis très longtemps, et on voit que tous ces organismes ont toujours un problème de gestion des diplômes. C'est-à-dire qu'en fait, les diplômes, la plupart du temps, dans 90% des cas, c'est un ensemble de PDF qui est stocké sur des répertoires et donc, quand vous demandez un duplicata de votre diplôme, on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, en fait, la secrétaire, l'assistante va aller dans un répertoire, va taper votre numéro de promo, et là, elle va récupérer tous les diplômes, elle copie le PDF, elle le met sur Word ou elle l'imprime et elle vous l'envoie. Ça, c'était un point, nous, certificateurs, on émet des certificats en permanence, et donc on sait bien que c'est un problème et qu'à partir d'un certain nombre de certificats, nous en l'occurrence c'était au-dessus de 800, c'est très compliqué de gérer des PDF. Voilà, surtout que si vous avez, par exemple, sur Calliope, on a eu 3 modifications de certificats. Nous, le fait qu'on soit complètement digitalisé, une modification de certificat, c'est rien du tout. On la programme, et ensuite nos clients vont dans leur espace chercher la nouvelle version du certificat qui se régénère automatiquement. Mais pour nos confrères, ça veut dire émettre physiquement 300, 400, 500 certificats. Donc c'est refaire le document Word, retransformer en PDF et faire l'envoi. Une émission de certificat, une réémission de certificat, un simple duplicata chez un de nos confrères, je le voyais aujourd'hui, c'est facturé 30 €. Vous voyez, donc nous, la réémission du certificat, c'est 0 €. Par contre, si vous êtes avec ce PDF, ces 30 €, ça correspond au coût de la personne qui va réémettre ce certificat. Donc mon exemple est un peu trivial, mais ça vous montre que les conséquences administratives du fait de devenir un certificateur professionnel, d'avoir ces certifications sont importantes. Et je ne parle pas de la partie marketing, de la partie communication qui consiste à faire connaître votre certificat pour que les clients viennent. Donc là, c'est une application qui aurait pour but de gérer l'inscription du stagiaire, les examens, la décision de certification, l'émission, de gérer les référentiels de compétences, l'enregistrement sur la liste de France Compétences, donc une sorte de workflow, et la gestion des dispensateurs de formation et des examinateurs. Voilà, donc ça, c'est le projet Ethan, sur lequel on n'est pas beaucoup plus avancé que ce simple cadre, mais on a déjà eu avec des certificateurs des échanges, et on a vu la pertinence de ce modèle. Avant de passer au thème du jour, François, 2 questions. Une question de Marie Garé. Que veut dire valoriser son système de management pour la norme ISO 29001? Alors la norme ISO 21001,
c'est une norme qui a regroupé en fait trois normes, dont une qui est très connue, c'est l'ISO 9001. C'est-à-dire que l'ISO 9001, avec en fait l'idée de d'écrire ces processus, l'idée d'avoir des plans et l'idée d'avoir des principes de management, comme par exemple l'amélioration continue. Donc l'ISO 9001, c'est un système structuré. Alors le problème de l'ISO 9001, c'est que quand vous l'adaptez à la formation, il faut tout redéfinir. Et en fait, le manager d'un organisme de formation ne sait pas forcément quels sont les processus essentiels d'un organisme de formation. Donc il va, et c'est là où il y a eu le plus d'erreurs. Alors du coup, en réaction, ça a donné lieu à un projet de norme il y a 15 ans, qui était une norme dans laquelle je me suis énormément investi. J'étais même à un moment le seul défenseur contre tous de cette norme. C'était l'ISO 29290, qui a été depuis retiré du catalogue, qui était transformé par l'ISO 21000. Et cette norme ISO 29990, son principal atout était de dire, d'ailleurs vous le retrouvez d'ailleurs sur le projet NAAME, les processus essentiels d'un organisme de formation sont la détermination du besoin, la conception, la réalisation, le suivi, la réalisation, l'évaluation. C'est tout simple, mais ça permet après à des managers de s'organiser et de décrire ces 5 processus, comment ils vont les faire. Et si vous faites ces 5 processus, vous êtes un organisme de formation. Si vous ne les faites pas, vous faites autre chose. Et je vous assure qu'à l'époque, notamment en France et à l'international, sur certains processus, il y a eu débat. Par exemple, il y a eu débat sur le fait que la détermination du besoin devait être faite par l'organisme de formation. Et il y avait des Français qui disaient, non, un organisme de formation, ça ne détermine pas le besoin. Parce qu'en France, vous avez certains organismes qui, en fait, prennent le besoin tel qu'il a été déterminé, mais ne l'analysent pas. Ils le traitent tel quel. Bon. Donc ça, c'était qu'est-ce que c'est qu'un organisme de formation, qu'est-ce que ça fait? Alors après, dans cette norme ISO 21000, on a pris cette norme-là, plus une autre qui avait été faite pour le digital, parce que là, le digital aussi impulse des normes, on le comprend bien, puisque là, on fait des programmes, et donc la formation digitale a émis une norme internationale, j'ai oublié le numéro, et donc on a pris ces 3 normes, et on en a fait une seule, qui est la norme ISO 21001. Et donc, en fait, c'est une application de l'ISO 9001 à la formation en s'inspirant de la 29290 et de l'autre norme d'origine coréenne, dont j'ai oublié le numéro. Et c'est ça qui fait une norme. Alors, c'est une norme outil et une norme qui est complexe à mettre en œuvre, hein, je le reconnais, parce que déjà l'ISO 9001, c'est un effort conceptuel important pour un manager d'organisme de formation, parce que le secteur de la formation n'est pas un secteur qui évolue et qui est acculturé à l'ISO 9001. Il y a une grosse résistance à la qualité en formation professionnelle. Et donc, ce qui apparaît comme évident, n'importe quel manager de l'industrie ou des services se pose pas la question. La notion de processus, de plan, les principes de management, c'est son quotidien. Donc, il vit dans un environnement qui est structuré par l'ISO 9001, alors que le monde de la formation est un monde qui est réfractaire à tout ça et donc, c'est compliqué pour le monde de la formation, notamment en France, de mettre en œuvre des normes de ce type-là. Je vous dis ça parce que j'ai une grosse expérience de mise en œuvre et même quand c'est pas simple. Voilà, il faut évoluer sa culture. Mais c'est la voie parce que c'est ce qui permet, enfin, une norme internationale vous permet à l'international d'être perçu comme un organisme de formation et de dire voilà ce que fait un organisme de formation. La perception du médecin qu'on peut avoir, c'est que le médecin va faire le diagnostic et la prescription. Et c'est important pour vous en tant que patient, quand vous allez chez le médecin, de savoir qu'il va faire un diagnostic et une prescription. S'il ne fait pas le diagnostic, vous êtes surpris. Et c'est ce que permet de faire une norme internationale. Et donc la deuxième question, c'est concernant donc Naamé, de Muriel Joie. Naamé est proche de Digiformat, non, d'après votre description. Je n'ai pas En compris la fait, question. la question, c'est plus que Naamé semble proche du coup de Digiformat d'après la description. En Oui, fait, la tout à fait. question était de savoir. Digiformat fait, c'est cette. On voit aujourd'hui d'abord ce que vous devez savoir, c'est que le premier projet qui vient à un organisme de formation qui vient d'être certifié qualité, c'est la digitalisation.
Pourquoi? Parce que vous avez fait un gros travail d'abstraction qui consiste à cartographier, identifier vos processus, vos manières de faire, et du coup, vous avez une vision beaucoup plus claire de votre activité et si vous êtes vous êtes challengé, vous êtes motivé, vous avez passé l'obstacle, vous avez envie d'en franchir un autre, et là, l'autre obstacle, c'est la digitalisation. Alors, il y a la voie dont on va parler certainement tout à l'heure, qui est la digitalisation du process de formation en tant que tel, de créer des parcours pour vos stagiaires, et puis il y a la digitalisation de la gestion. Alors là, il y a beaucoup d'offres. Ce que nous, on constate, c'est que ces offres sont faites soit, il y a des acteurs, d'abord, il y a beaucoup enfin, moi, je viens du monde de l'informatique de gestion, donc c'est un monde que je connais très bien. J'ai travaillé 14 ans dans ce domaine-là, donc c'est pas comme le monde de la formation, hein. Les budgets en informatique sont multipliés par 100 par rapport à la formation. C'est-à-dire quand on dépense $1 en formation, on en dépense 100 en informatique de gestion. Donc là, il y a d'énormes budgets marketing, il y a beaucoup comment dire, d'acculturation des clients. Et donc, le client s'accroche à un outil et ne veut pas en changer. Donc, il y a des acteurs très importants de la gestion, de l'informatique de gestion, qui prennent une partie très importante du marché. Ensuite, sur la formation, c'est un monde un peu à part parce qu'il y a des spécificités, notamment en France. Du coup, vous avez 3-4 éditeurs qui ont comment dire, le haut du pavé. Et puis ensuite, après, vous avez quelques nouveaux entrants qui arrivent et qui font beaucoup de marketing comme DC Format, qui proposent des offres. Nous, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas la maîtrise de la réglementation en formation professionnelle, que d'ailleurs très peu d'organismes de formation maîtrisent, et que le fait d'écouter le client, c'est pas le client qui vous dit voilà ce qu'il faut faire pour une feuille de présence. Nous, on est bien placé pour le savoir. Vous voyez, voilà ce qu'il faut faire pour appliquer la réglementation. Le client est démuni par rapport à la réglementation. Il n'y a pas de tort à ça, hein, puisque vous avez pour la paye, dans la paye, la plupart des éditeurs de logiciels de gestion de paye, il y a plus de boulot à comment on applique la réglementation de la paye que la simple traitement informatique de l'émission des bulletins de paye. Donc, il faut amener de l'intelligence et de la connaissance dans ces logiciels, et pour ça, il faut une expertise. C'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui chez la plupart des éditeurs de logiciels de gestion. Merci François. Donc, je passe la parole à Marc pour nous parler justement de où va la formation et surtout le formateur par rapport aux enjeux et comment justement il y fait face. Oui, bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors, donc le sujet aujourd'hui, c'est de voir un peu où va la formation en 2022. Là, vous avez le slide de présentation de ces campus. Je vais faire vite, mais je vais vous donner des dates complémentaires pour vous dire que quelque part, ce que je vais vous raconter, c'est aussi autant un témoignage de ce que l'on a fait que ce qui existe et ce que l'on voit venir. En gros, et pour la faire simple et rapide, aujourd'hui, l'essentiel, l'orientation essentielle, c'est le passage à la multimodalité. Si vous voulez, on a eu les classes virtuelles pendant l'année 2020-2021. Tout le monde pratiquement est passé à la distancialisation de la formation, mais quand on a dit que les gens sont passés à la distancialisation de la formation, ils ne sont pas forcément pour autant passés à une véritable digitalisation de la formation, puisque la digitalisation de la formation, c'est aussi digitaliser tout son contenu de formation. Je reviendrai quand je présenterai le slide dans le détail comment on a fait nous. Ensuite, il y a une deuxième pédagogie qui est très très importante aujourd'hui, c'est la FEST, l'action de formation en situation de travail, qui a été ouverte en 2018 par la loi donc du 5 septembre 2018, la loi Avenir professionnel. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire de la formation en situation de travail. Alors, il y a eu des expérimentations, il y a eu une première étape. Nous, on l'a beaucoup accompagné puisque on a formé plus de 1000 formateurs référents en AFEST et on en a certifié près de 400. Et ce que l'on voit, c'est que là, aujourd'hui, on est dans je dirais, dans un deuxième temps qui va s'enclencher après la phase de distancialisation de la formation, qui va être de compléter la formation distancielle et la formation digitale par de la formation en AFEST quasiment systématiquement. C'est-à-dire que la FEST ne va pas être une formation contre le présentiel ou contre le distanciel ou contre le digital learning, ça va être une formation complémentaire.
Et la FES ne sera pas toujours d'ailleurs financée, ce ne sera pas la demande des entreprises aujourd'hui de financer par un OPCO sa formation parce qu'elle est en AFEST, mais tout simplement parce que les entreprises ont pris conscience que cette formation qui est enfin possible dans les entreprises, eh bien, elle est plus efficace que la formation, simplement le stage présentiel classique ou la formation toute digitalisée comme on l'entend de temps en temps. Donc c'est dans la combinaison de ces pédagogies qu'il faut aujourd'hui avancer. Donc pour moi, l'enjeu de 2022, c'est que le formateur devienne un formateur multimodal, que l'organisme de formation devienne un organisme de formation multimodal. Alors nous, comme on est spécialisé ces campus, et je vais donc en profiter pour vous présenter ces campus, comme on est spécialisé dans l'innovation pédagogique depuis la création du cabinet en 2007, puisque c'était notre signature, comme on disait à l'époque, et on l'a gardé, hein, l'innovation pédagogique au service de la performance, eh bien, on est passé un peu à travers toutes ces étapes. Alors, je vais vous donner quelques dates comme ça de notre cabinet. Et je vais essayer de partager quelques petites choses avec vous là-dessus sur comment faire, comment y passer. Je dis pas qu'on a tout fait bien, loin de là. On a même des choses qu'on a ratées et pas mal, mais ça peut être inspirant pour certains. Donc, par exemple, quand on s'est créé en 2007, au mois de novembre 2007, le premier mois, on réalisait des formations en classe virtuelle pour Audi, pour le client Audi qu'on avait. Et donc, on a démarré tout de suite par la distancialisation de la formation. À l'époque, c'était des outils qui étaient, je me souviens même plus du nom de l'outil d'ailleurs, qui étaient pas très fiables et ça, on l'a abandonné très vite. Et la distancialisation de la formation, on l'a oublié, on l'avait mise de côté. On l'a fait ressortir, bien entendu, je vous la raconterai plus tard, en mars 2020. Mais à la même époque, il y a eu le rapid e-learning qui est arrivé. Et on s'est mis à faire notre première bibliothèque de contenu pédagogique. Et comme disait comme on disait tout à l'heure, donc on a pendant 2 ans, 2008-2010, fait nos premiers modules de e-learning et on les a construits, on en a bâti une soixantaine et on a fait une première version. À l'époque, honnêtement, elles n'étaient pas terribles, mais on avait déjà investi là-dedans. Alors comment on a fait pour investir là-dedans? En fait, on réinvestissait automatiquement tous les développements de produits pédagogiques papier, je dirais présentiels, quoi. On les digitalisait immédiatement parce que on trouvait qu'en faisant cela, eh bien, l'investissement complémentaire n'était pas énorme et ça nous permettait tout de suite d'avoir notre premier catalogue de formation. En 2012, on a lancé le blog, fin 2012. Le blog, c'est quelque chose de très important aussi dans une digitalisation parce que ça vous permet de rentrer en contact avec vos clients et de pouvoir aussi passer du contenu sous un format de quelque part de digital learning low cost, puisqu'il n'y a pas les animations, mais il y a déjà du contenu très formalisé et ça vous oblige à faire une formalisation. Vous pouvez aller sur le blog de ces campus. Aujourd'hui, et ça ne va pas durer, il est totalement encore ouvert. Il y a plus de 500 articles dessus, donc vous pouvez les consulter. Mais voilà quelque chose qui a été aussi un investissement puisqu'on produit un article par semaine et ça nous a aidé, ça nous a forcé quelque part à formaliser notre savoir-faire, à le capitaliser. Puis en 2015, on est allé un peu plus loin, on a voulu créer un campus formateur, on l'a créé. C'était carrément une base de ressources et ça nous a permis de revoir, je vous le dis parce que c'est important, en gros, tout l'ensemble de nos contenus pédagogiques. C'est-à-dire qu'on les avait déjà produits une première fois, on était déjà une deuxième fois. Et bientôt, je vais vous dire qu'on l'a fait une troisième fois, vous voyez, dans l'espace de 12 ans. Donc, la durée de vie de modules de e-learning est assez courte, grosso modo 4 ans. Et je ne parle pas là des changements qui sont liés au fait que tout simplement il y a une nouvelle règle, une nouvelle norme qui arrive et là il faut tout recommencer. Là c'est juste tous les 4 ans à peu près vous êtes obligé de refaire vos modules de e-learning parce que de toute façon ils deviennent obsolètes de par leur présentation, de par leur style, etc. Il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps.
Donc, on a fait cette base de ressources. Cette base de ressources nous a permis de passer à la multimodalité, parce que sinon, on ne peut pas passer à la multimodalité. Et c'est là qu'on a engagé nos premiers parcours réellement multimodaux, mettant à la fois de la formation en mise en pratique. Alors, c'était un peu avant la FEST. On a démarré, nous, la FEST en 2016 réellement, en expérimentation, mais de la formation présentielle, bien entendu. On faisait pas de distanciel à cette époque-là parce que c'était tombé complètement en désuétude, mais par contre, on faisait également du digital learning et des personnes et du mentorat. On accompagnait les personnes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait la première formation de formateur, le titre professionnel de formateur professionnel d'adulte que je vous présenterai un peu plus tard. On a fait la première formation en 12 jours de présentiel, 6 fois 2 jours, et 150 heures, c'est-à-dire quelque chose qui était très court, très raccourci, là où le titre, en règle générale, il était sur 1 millier d'heures, par exemple, à l'AFPA, il était en 1 millier d'heures. Voilà, donc on a testé ça, on a eu un résultat formidable, puisqu'on est allé jusqu'à 94% de taux de réussite à l'examen. Donc, ça nous a engagés à y aller, à développer. Et alors, en 2018, alors on a fait le chemin inverse que disait François tout à l'heure. Nous, on s'est dit, on a senti que Calliope allait arriver. Je crois que c'était déjà en 2018, c'était inscrit dans la loi. Donc, dès les premiers textes, voilà. Mais on a commencé même avant la loi. Et on s'est dit, bon, ben voilà, il va falloir passer à Calliope. Et donc, on a fait ce qu'a dit François tout à l'heure. On a digitalisé intégralement notre processus et on a acheté une solution qui s'appelle Acolyte et qui nous permet de mettre nos parcours en e-learning sur la solution, mais aussi de faire des parcours d'accompagnement, mais aussi de faire des évaluations, mais aussi de faire des positionnements. Et également, ça va jusqu'à la gestion, la facturation et jusqu'à les sites, puisqu'on a notre offre de formation qui est tout intégrée. Alors nous, on est un petit organisme, on fait 1 850 000 euros de chiffre d'affaires, donc on n'est pas un gros organisme. Et donc c'est une solution qui nous agrée bien parce que ça nous permet d'avoir tout géré. Et on a senti, comme le disait François, et son projet là est très très intéressant, parce que effectivement, on a senti qu'on avait un besoin de nous digitaliser avant d'aller voir Calliope. Je dirais, c'est presque le chemin inverse qu'on a fait que tout à l'heure. Donc, François vous a décrit. Donc, on est parti comme ça. Et en fait, la digitalisation d'un organisme de formation, c'est pas que digitaliser des modules de formation. Vous voyez, nous, on a démarré par ça, mais on s'est vite aperçu qu'il fallait digitaliser la relation pédagogique et le parcours client, l'ensemble de l'expérience client, donc du site où il va nous contacter jusqu'à la facturation et la comptabilité. Et c'est l'intégralité du processus qu'il faut faire. Et donc c'est pour ça qu'on a eu la chance de rencontrer donc cette solution et on l'a appliquée. Et voilà, aujourd'hui, on l'utilise. Et donc, je termine par 2020, le Covid, voilà tout ce qui s'est passé. Donc effectivement, nous on a tous été marqués par ça et nous aussi. Donc le 17 mars, confinement. Et le 19 mars, on a ressorti nos classes virtuelles. Alors, c'était pas du tout les mêmes solutions qu'avant. Nous, on a travaillé avec Zoom. Et le 19 mars, on a fait nos premières formations 100% à distance. Je pense que c'est une parenthèse dans l'excès de distancialisation de la formation. On gardera demain de la distancialisation de la formation pour une part, mais cette distancialisation de formation ne pourra pas être exclusive. Je ne pense pas qu'on puisse former à tout avec la classe virtuelle et faire des formations 100% classe virtuelle, c'est se priver d'une flexibilité qui existe avec le digital learning, c'est se priver surtout de la mise en pratique qui est absolument nécessaire et la FEST sert à ça. Et puis c'est se priver aussi de l'aspect culturel de la formation, de l'aspect collaboratif de la formation qui est le présentiel. Donc nous, on est allé, et aujourd'hui malheureusement encore, mais ça va changer dès le début de l'année prochaine, j'en suis persuadé, et je le souhaite pleinement, on va revenir à du présentiel. Aujourd'hui,
en 2021, on a dû faire, je sais pas, peut-être 5% de nos heures de formation en présentiel, mais c'est un grand maximum. On est 95% en distanciel ou en digital learning ou en AFEST, mais on va revenir à beaucoup plus de présentiel. Et la vérité pour moi, ben voilà, l'enjeu pour vous, elle est de passer à la multimodalité. Nous, on essaie donc de se l'appliquer. Alors, on a un dernier point quand même dans ces dates. Donc, on est passé à la distancialisation, etc. Et puis, quand même, c'est important parce que là, je suis chez ICPF, donc il faut que je le dise. Fin 2020, ben, on a passé Calliope, bien entendu, et on a notre certificat Calliope. Mais pour moi, Calliope a été plus comment dirais-je, un aboutissement. Et c'est pas fini parce qu'il faut s'améliorer, comme le dit si bien François, en permanence. Il faut passer des échelons à chaque fois. Mais je veux dire, ça a plus été une démarche qui est venue récompenser, je dirais, un travail de formalisation, de digitalisation que l'on a fait, plutôt qu'un travail plutôt que de se mettre sur Calliope, quoi. On s'est pas mis sur Calliope au sens on va faire du Calliope comme comme on ferait autre chose, quoi. Voilà. Oui, Calliope, ça vient après. Voilà. Je oui. sais pas, peut-être il y a des questions, peut-être il y a des questions de la salle avant que je rentre sur c'est quoi la multimodalité dans le détail et comment le formateur peut passer à la multimodalité. Il y a des questions, Néné Oui, parce que bah, pour le temps que Néné récupère les éventuelles questions, ce que je veux dire, c'est que là, nous, vous voyez, on vous propose des repères, donc c'est intéressant. La Marc est dans ce secteur depuis de nombreuses années. C'est une référence. Et donc on voit bien, c'est cette question au-delà de ce qu'on peut proposer, des outils qui vont permettre d'améliorer la gestion. Nous, c'est ce qu'on veut améliorer parce que la gestion, c'est pas l'essentiel. Vous pouvez avoir le meilleur système de certificats professionnels ou de diplômes pour émettre des certificats. Si vous n'avez pas de demande de stagiaires qui veulent avoir votre certificat, ça marchera pas. Voilà, donc il y a vraiment la partie aujourd'hui qui est essentielle sur laquelle c'est dans quel écosystème je suis et quels sont les besoins que je dois satisfaire dans mon écosystème. Ça, c'est la question que doit se poser tout professionnel de la formation, qu'il soit manager ou indépendant. Et puis après, il y a comment aujourd'hui je vais mieux réaliser mon action de formation. Donc, comment je vais mieux exercer ce processus, parce que c'est le métier, comme on dit. Et là, Marc est une référence et propose des solutions depuis longtemps et les met en œuvre pour son propre organisme. Et il y a notamment cette question de la multimodalité qui n'est pas, qui est un sujet dont on peut parler et dont on parle beaucoup dans des conférences. Mais ce qui est intéressant avec Marc, c'est qu'il le met en œuvre et il le met en œuvre avec recul et avec profit. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui fait que parler. Et là, je trouve, c'est ça qui en rend sa position très intéressante, très pertinente. Alors après, le fait qu'effectivement il a obtenu Calliope est aussi très important. Voilà. Mais c'est dans la continuité. Et là, je pense que enfin, tu peux en dire un mot, mais pour toi, ça pas été, enfin, ça fait partie du parcours normal d'un organisme de formation comme le tien, je pense. Oui, oui, c'était un passage obligé, un passage normal. Voilà, on était Datadoc avant, mais je veux dire, c'est pas la qualité. Moi, je pense que c'est ce qui vient récompenser tout le travail que l'on fait au niveau quotidien, quoi. Donc c'est important de le vivre comme ça. C'est pas une contrainte, c'est pas un truc en plus. C'est plus une reconnaissance vis-à-vis de nos clients. Ben voilà que on est bien dans la norme et qu'on a fait le travail, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. Alors, justement, je peux peut-être passer à l'exemple que l'on a, puisque c'est pas un, c'est pas un petit exemple puisque c'est une multimodalité. Donc, si Néné, tu peux avancer, une multimodalité sur un très gros parcours qui est le parcours de formation de formateur multimodal, 230 Il y heures a une, de.
il y a une erreur au niveau du... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un problème technique au niveau des diapos. Donc, on va revenir à la diapo. Nos excuses, hein. D'accord, bah, je continue. Donc, Oui, c'est le titre professionnel de formateur d'adultes, donc le FPA, titre du ministère du Travail. Donc, on l'a mis en place pendant 5 ans avec une version déjà multimodale, mais avec 12 jours de présentiel. Donc, il restait, si vous voulez, c'était de la multimodalité où le présentiel était la majeure. Et là, on a démarré en septembre une première session. Non, avance encore d'un cran, s'il te plaît. Et là, maintenant, on sort encore on sort carrément voilà, un parcours encore un, pardon, je vais y arriver. Vas-y. Voilà. Voilà, ça y est, vous l'avez sous les yeux. Donc là, on sort carrément un parcours multimodal une nouvelle fois, mais totalement flexible, qui permet aux apprenants d'apprendre par eux-mêmes, mais très fortement accompagnés. Et le présentiel n'est plus un moment où on acquiert des connaissances, mais un moment où on s'entraîne, où on valide ses connaissances, où on s'entraîne à devenir formateur. Donc il y a finalement plus que 3 jours, en fait, grosso modo, 3-4 jours de présentiel, de synchrone. C'est même pas du présentiel, c'est présentiel et de la classe virtuelle, où on va s'entraîner à animer des formations en présentiel ou à distance, où on va avoir des interactions sur des rendus de travaux quand on fait des modules de e-learning, parce que la formation porte sur des modules, sur la conception de modules e-learning également, et tout le reste va être acquis par des modules, par des cours digitaux. Il y a 52 heures de cours digitaux qui ont été complètement conçus selon une logique où ils sont autoporteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent permettre à la personne d'apprendre par elle-même à partir du moment où elle applique et elle fait le travail qui lui est dicté dans le module, dans le cours digital. Donc, les cours digitaux sont faits selon 4 temps essentiels. Vous avez un temps découverte, vous avez un temps de structuration du contenu, donc il découvre par des vidéos, par des fiches pédagogiques, par des textes. Ensuite, il structure par une réflexion sur ce qu'il vient d'apprendre, l'apprenant. Et puis après, il l'applique et il met en œuvre. Il y a 92 heures de mise en œuvre à travers donc une mise en œuvre encadrée et accompagnée. Donc, le dernier point, pardon, c'est capitaliser. Il capitalise ce qu'il a appris par un travail d'auto-réflexivité, c'est-à-dire réflexion sur ce qu'il vient de faire, qui lui permet d'apprendre beaucoup mieux encore que s'il faisait simplement en salle de formation. Donc on a repensé nos cours digitaux autour de cette logique, découverte, structuration, application et capitalisation, et on les a, je dirais, interconnectés à du présentiel et de la classe virtuelle, et surtout un accompagnement très fort, parce que les difficultés qu'on avait eues précédemment sur des parcours de 12 jours en présentiel, donc il y avait beaucoup plus de présentiel, c'était quand même que les personnes perdaient la motivation, avaient du mal à rester impliquées. Et donc là, maintenant, on met en place dans ce niveau dispositif un mentorat tous les 15 jours avec les personnes qui suivent ce parcours. Donc, ça vous permet, là c'est un exemple très concret, de passage à la vraie multimodalité. À la fin, ils ont le titre de formateur professionnel adulte. Ça vous permet de repenser totalement votre formation. Et c'est très intéressant parce que ça permet de faire de la formation hyper flexible. C'est-à-dire être des professionnels en poste, et ils ont environ une journée de travail par semaine. Alors vous allez me dire, une journée c'est énorme. Ben non, parce qu'ils vont le faire le matin, ils vont le faire un peu le samedi aussi, parce que ce sont des gens, les formateurs qui se forment, si on en a l'habitude, ils se forment plutôt, en partie hors temps de travail, on va dire. Et donc là, on offre la possibilité à des gens d'avoir un titre professionnel
alors qu'ils peuvent continuer à le faire en poste, quoi, alors qu'avec du présentiel, vous ne pouviez pas le faire. Donc, c'est l'intérêt de la multimodalité, c'est d'être dans des temps masqués de formation, mais de permettre quand même une formation de qualité. Voilà. Alors, auparavant, je vous disais, on avait 93 ou 94% de taux de réussite à nos parcours. On espère qu'on aura le même taux de réussite à ce parcours-là, qui est encore plus exclusif, je dirais, avec une réduction encore plus forte, parce que c'est exactement le même programme, mais avec une réduction encore plus forte du temps de formation. Mais on a pu le faire parce qu'on a sorti notre troisième version de cours digitaux qui sont beaucoup plus étoffés, beaucoup plus importants, et on arrive à avoir 52 heures de temps d'apprentissage sur nos cours digitaux, ce qui est quand même pas rien. Avec ça, vous avez une sorte de petite encyclopédie, enfin même de bonne encyclopédie sur la formation de formateurs. Voilà, donc l'exemple que je voulais vous montrer. Tout ça parce que, alors on va revenir peut-être au slide précédent. Tout ça, maintenant qu'on est passé sur... Ah, il y a des questions? Oui, en fait, il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure, justement, sur la multimodalité. Donc, une question de Isabelle Cerruti. Marc, si on parle hybridation, est-ce la même chose que le multimodal? Oui, oui. Alors, nous, on appelle ça multimodal parce qu'il y a plusieurs modalités. Donc, les trois modalités primaires que sont le présentiel, le distanciel et la FEST. Mais il faut rajouter le digital learning, qui est autre chose que le distanciel, on l'a bien vu. Puis, on peut aussi rajouter la co-formation, c'est-à-dire la formation, le fait d'apprendre entre pairs, ou l'apprentissage collaboratif. Mais d'autres préfèrent parler d'hybridation. Voilà, il y en a qui parlent en anglais de blended learning. Tout ça, c'est les mêmes choses, hein, c'est les mêmes concepts, on va dire, et on leur donne des termes différents. Là où il faut faire attention, c'est que le premier blended learning, je parle de ça début des années 2000, hein, donc c'est il y a longtemps, c'était une simple juxtaposition de cours digitaux et de présentiel. Là, dans ce que vous voyez, on n'est plus du tout là-dedans. C'est que la personne apprend par elle-même. Il y a une vraie personnalisation du parcours, une partie individualisation d'ailleurs du parcours, mais pas tout. Et surtout, la personne peut rentrer et sortir quasiment à tout moment de la formation. C'est-à-dire que, surtout rentrer à tout moment dans la formation. Elle sort au bout de 6 mois, mais elle peut aussi retarder un peu, elle peut passer à 9 mois. Ce qui n'était pas trop la vision du blended learning classique avec je te mets deux classes virtuelles en amont, 2 jours de présentiel, deux modules de e-learning en amont, 2 jours de présentiel, deux cours digitaux à nouveau ou 2 classes virtuelles qui suivent. Voilà. C'est ça la différence. Là, on est vraiment sur un système qui est autoportant et où les apprenants sont en autonomie, accompagnés parce que c'est très important, d'un mentor. Voilà. On n'est pas les seuls à le faire, hein. Il y a des plateformes aujourd'hui qui font ça et qui ne font pas le présentiel et qui ne font pas la FEST, qui font que l'apprentissage, notamment pour de l'apprentissage en informatique ou de l'apprentissage des langues, hein, qui le font déjà. Là, nous, comme on est sur un savoir-être, hein, le formateur, c'est un savoir-être aussi, on a été obligé de mettre l'ensemble des modalités. Les autres, souvent, ils font que les 2 premières modalités, c'est-à-dire le présentiel, le présentiel, pardon, non, pardon, excusez-moi, les cours digitaux, je vais y arriver, les cours digitaux et les classes virtuelles. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions? Ah bah écoutez, nous, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par vous donner quelques chiffres en toute modestie. On en est à la troisième version de nos cours digitaux. Donc effectivement, c'est des investissements qui sont pas négligeables, hein. Si on devait les valoriser aujourd'hui, je dirais 50 heures de cours digitaux à 5 000 € l'heure de cours digital. C'est quand même un investissement de 250 000 €, hein, je pense. Voilà.
Et je pense quand je dis 5 000 € pour faire un cours digital, je suis vraiment pas cher, quoi. Voilà, je pense que sur le marché, on serait pas cher. Donc voilà, c'est un minimum. Donc c'est un billet, quoi, si vous voulez. Mais nous, on l'a même pas passé en investissement parce que en fait, c'est du travail de capitalisation sur une quinzaine d'années, quoi, hein. Donc voilà, au fur et à mesure, parce que je veux dire, on est en troisième version. Donc oui, alors pour le consultant indépendant, il y a deux stratégies. Soit vous avez une expertise qui est très forte et qui est vraiment, vous êtes les seuls à l'avoir. Et bien, investissez dans vos cours digitaux, investissez dans la digitalisation de votre savoir-faire, parce que ça a une vraie valeur et faites moins de prestations et investissez, faites du capital quelque part, du capital pédagogique, hein. Moi, je crois que c'est très important le capital pédagogique dans les entreprises de demain. Si vous êtes sur un secteur où je dirais il y a une offre qui existe déjà, plus ou moins, il y a plein de choses sur Internet, je sais pas, sur le management, sur le développement personnel et sur des choses comme ça, où finalement vous n'avez pas un discours très distinctif en termes de fond, mais vous avez une compétence très forte en termes d'accompagnement, en termes de coaching, en termes de voilà. Là, allez chercher des solutions qui existent, louez des cours digitaux ou faites de la curation de contenu et fléchez des contenus vers certaines données qui existent sur Internet. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable aussi. Mais n'investissez pas, vous, dans votre business de digitalisation. Voilà. Après, avec la taille, c'est important. Alors, nous, on accompagne des organismes de formation un peu plus gros que des indépendants, mais chaque fois, on leur demande combien vous avez de chiffre d'affaires, combien vous faites de résultats par an et combien vous êtes prêt à réinvestir en capital pédagogique. Voilà. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, ça me fait, je pense à deux situations. Euh, une des problématiques du consultant formateur entrepreneur qui acquiert une expertise, et on va prendre par exemple une expertise en management, c'est qu'il a euh, la plupart du temps, il a une formation aux fondamentaux du management tel qu'il le perçoit, où il va y transmettre un contenu, dans le meilleur des cas, qui est structuré. Et la problématique, c'est qu'en fait, quand il prend un groupe, quand il va intervenir dans une entreprise, ben, il y a une partie, je dirais, de diagnostic, et après, il y a une partie, ben voilà, on va former l'équipe aux fondamentaux du management. Donc ça, il aime bien généralement le faire lui. L'entreprise parfois a l'idée de le faire faire ailleurs, et ça, il aime moins bien généralement. Et donc, il y a cette problématique de la formation et fondamentaux. Et là, j'imagine qu'à terme, effectivement, le consultant formateur entrepreneur, qui est bien installé, hein, déjà, parce que, comme tu le dis, c'est des investissements, pourrait, plutôt que d'avoir recours à un sous-traitant pour faire ses formations à sa place, parce qu'en plus, il peut se lasser et pas forcément s'épanouir dans le fait de faire cette formation aux fondamentaux, il peut la faire faire. Et du coup, bah, entre le fait de sous-traiter avec tous les risques et les difficultés que ça présente, et le coût surtout, et le fait de faire de dire voilà, allez vous former sur les fondamentaux, puis moi je vous récupère à la fin de cette formation pour des formations plus personnalisées, ou des accompagnements, du coaching, ou le traitement de problématiques plus personnelles. Là, je vois une voie et une réponse aux problématiques. Alors après, la deuxième situation, c'est comment tu vois, Marc, aujourd'hui, pour un consultant formateur entrepreneur, l'accès à la digitalisation de ses formations. C'est-à-dire quelles sont les pistes que tu peux lui proposer, parce que toi, tu es un expert, et pour en avoir souvent discuté avec toi, on voit bien qu'il y a beaucoup de boulot derrière ce que tu fais, et tu as une équipe. Mais qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un qui est tout seul aujourd'hui pour digitaliser son parcours, ou une partie des parcours qu'il propose? Bah, si vous avez, alors d'abord digitaliser son parcours, enfin digitaliser ses parcours, c'est d'abord prendre une solution de digitalisation et pas n'importe laquelle. Encore une fois, moi je vous conseille d'avoir quelque chose d'intégré comme
tu le disais tout à l'heure, François, quand vous êtes indépendant. C'est pas, je dirais pas du tout la même chose quand vous êtes une grande entreprise, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il faut avoir la meilleure appli pour chaque chose. Mais quand vous êtes indépendant, vous avez vraiment intérêt à avoir une solution de digitalisation sur laquelle vous allez mettre vos modules, mais payez-la votre solution. Attention aux solutions gratuites aujourd'hui, parce que qui dit gratuit dit que c'est pas sûr, parce qu'il y a des solutions informatiques gratuites aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer les noms là pour pas faire de la contre-publicité, mais faites attention parce que vous risquez de perdre vos contenus. Ne serait-ce qu'intégrer un module, un cours digital sur une solution sur laquelle vous n'allez pas investir plusieurs années, eh bien, c'est perdre des journées entières de travail. Donc, choisissez un bon logiciel pérenne qui va être important pour vous, et montez et investissez sur plusieurs années dans la formalisation de vos contenus. Après, formaliser ces contenus, ça ne veut pas dire... alors, si vous voulez formaliser vos contenus et que vous aimez passer à la vidéo, faites de la vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne coûte pas si cher que ça, la vidéo. Vous allez dans des studios, vous vous faites enregistrer, le montage, ça coûte à peu près allez, une vingtaine, trentaine d'euros la minute. Ça coûte de l'argent, mais bon, c'est pas super cher. Et vous allez faire toutes vos vidéos, et donc vous allez vous digitaliser, devenir un peu une star quelque part. Mais il y a un autre outil. Si vous aimez pas la vidéo, nous on a choisi la vidéo parce on aime ça, mais vous avez aussi le podcast, et on va y venir parce que je pense que l'audio coûte presque rien à faire. Faire du contenu pédagogique sur de l'audio. Et puis le premier, nous, sur lequel on avait énormément capitalisé, c'est la fiche pédagogique. Vous pouvez faire des fiches magnifiques avec PowerPoint. Nous, on fait beaucoup de formations sur PowerPoint aujourd'hui. On forme des consultants à ça sur PowerPoint pour qu'ils fassent des fiches pédagogiques magnifiques, et vous n'avez pas besoin de faire forcément un super e-learning qui fait des trucs papa-maman dans tous les sens. Une bonne fiche pédagogique, un bon podcast, et c'est fait. Le problème que vous allez avoir, c'est quelque part, de prendre le temps de formaliser votre contenu. Voilà. Il faut garder son samedi ou son dimanche pour faire ça. Ou se lever tôt le matin. Moi, je suis plutôt matinal du matin. Et dans mon équipe, on est plutôt matinaux. Ah bon, alors. Voilà. D'autres questions peut-être? On en a d'autres, mais on va prendre deux. On poursuit et puis on les prendra par la suite. Donc deux autres questions. Une question de Marie Le Égaré. Et quelle part de l'apprentissage par les pairs dans ce parcours? Alors, dans les 21 heures d'accompagnement, là, vous avez 8 heures de trinôme où les gens apprennent avec leurs collègues. Et puis, vous avez bien sûr toutes les classes virtuelles et le présentiel. Donc, on est grosso modo quelque chose comme 9, 20, on est à une grosse trentaine d'heures de collaboratifs, de groupes. Voilà. On a voulu garder ça. On verra si on en rajoute un peu plus ou pas dans le futur. On pense qu'il en faut. Il en faut du collaboratif. Peut-être qu'on est un peu bas dans le niveau collaboratif, on verra. Voilà. Et du coup, et la deuxième question, c'est concernant la festa. Visiblement, tout le monde n'est pas justement au fait de ce terme. Donc, est-ce que il y a Christophe qui demande à préciser ce que c'est que la festa? La FEST, alors, c'est la loi du 5 septembre 2018, la fameuse avenir professionnel, qui a ouvert la possibilité aux entreprises de faire une action de formation en situation de travail, c'est-à-dire une AFEST, puisque c'est l'acronyme de Action de formation en situation de travail. Alors, la FEST, c'est quoi? C'est la possibilité donnée aux entreprises d'organiser une formation qui n'est pas une formation sur le tas, mais qui peut se passer au contact du terrain, au contact du travail. Et la pédagogie qui est mise en place est très précise. Vous devez alterner des temps de mise en situation de travail avec des temps d'analyse réflexive.
Alors, mise en situation de travail, vous voyez bien. Alors, par exemple, pour cette formation, les personnes vont devoir analyser une demande de formation, ils vont devoir concevoir un scénario pédagogique sur une formation réelle, ils vont devoir l'animer, ils vont devoir réaliser un module de e-learning via PowerPoint, donc de façon simple, rapide, mais quand même un module de e-learning avec des vidéos, avec de l'audio, avec un peu d'animatique. Donc vous voyez, c'est très concret, ils ont tout ça à faire. Et il y a une organisation de séquences de réflexivité avec le référent, c'est-à-dire que le référent va les questionner sur ce qu'ils ont fait et ça va les aider à prendre du recul. D'ailleurs, premier module de formation, c'est apprendre à apprendre chez nous. Et là, on va apprendre le questionnement réflexif. Alors, le questionnement réflexif, nous, on a créé un acronyme pour ça après des études qu'on a faites et des lectures qu'on a faites dans le domaine de la didactique professionnelle, la psychologie du travail, l'analyse clinique de l'activité. Enfin bon, on est allé voir tout ça. Mais finalement, ce questionnement, on a pris un acronyme pour le résumer. C'est la méthode FAST. F pour fait, se recentrer sur le fait, verbaliser ce que l'on a fait pour bien s'ancrer dans sa réalité. A pour analyse de ce que l'on a fait, analyse de ses succès, analyse de ses difficultés, pour bien comprendre ce qui s'est passé. S pour solution, qu'est-ce que j'ai fait qui a marché ou qu'est-ce que j'aurais dû faire qui aurait pu marcher ou qu'est-ce que je ferai demain qui me permettra de mieux réussir. Et surtout, le T pour transfert, c'est-à-dire amener la personne à pouvoir retransférer ce qu'elle vient d'apprendre dans d'autres situations. Et si c'était dans une autre situation proche ou éloignée, qu'est-ce que je ferai demain de différent, de mieux, etc. Donc, ce n'est pas que la solution, c'est aussi se projeter dans une action concrète et on amène les personnes à se reprogrammer une nouvelle mise en situation pour pouvoir remettre ses acquis à l'épreuve du terrain. Voilà. Donc, c'est ça la méthode FAST. Et cette méthode FAST, on l'a fait dans chaque module de formation, dans chaque cours digital. Après chacun des 41 cours digitaux, la personne est amenée à faire cette auto-réflexivité. Alors avec un formateur, c'est assez facile parce que le formateur comprend très vite la réflexivité, puis de toute façon, il doit l'enseigner, donc c'est facile. C'est sûr que quand vous êtes avec des personnes de bas niveau de qualification, qui n'ont pas l'habitude d'auto-apprendre, en fait, vous êtes obligé de mettre un tutorat renforcé. Et par exemple, si j'étais avec des publics, je dirais, beaucoup moins qualifiés qu'un formateur, au lieu d'avoir la ligne accompagnement individuel et collectif là à une grosse vingtaine d'heures, eh bien, il faudrait peut-être passer à 50 ou 70 heures, hein, parce qu'il faut vraiment apprendre ce questionnement réflexif. Voilà, c'est ça la FEST. Et je peux vous dire que c'est comme ça que l'on apprend, et c'est presque une révolution pour l'apprentissage en formation. Parce que jusqu'à présent, et tout ce qu'on voit même dans les solutions digitales à longueur de journée, on voit sur nos LinkedIn ou sur les sites internet sur lesquels on va, ou les mails que l'on reçoit, c'est le modèle TMA aujourd'hui. Transmission, mémorisation et application si tu peux. Et on est sur des modèles d'apprentissage qui est toujours le prof dit, on essaie de vous dire que avec les neurosciences comme ça ou avec la psychologie de la formation, on nous a dit qu'on mémorisait mieux comme ça, mais on ne part pas sur comment on travaille, comment on applique, comment on met en œuvre. Et là, donc, c'est une révolution puisque on part de la mise en application pour capitaliser ces savoirs, c'est-à-dire pour réinterroger ce que l'on sait et comment on fera la fois prochaine. Donc c'est une véritable révolution la FEST. C'est pour ça que les entreprises, les directeurs de la formation des grands groupes aujourd'hui s'y intéressent énormément parce qu'ils ont compris toute la puissance pédagogique de la FEST. Alors avant la FEST, dans certains secteurs, comme le secteur médico-social, par exemple, on faisait beaucoup d'analyses de pratique, on faisait beaucoup d'AFEST, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, bien entendu. Donc, mais il y a d'autres secteurs qui ne connaissaient mais rien du tout
à la mise en pratique, à la réflexivité sur sa pratique. Et là, c'est vraiment une révolution et là, c'est vraiment un plus. Donc, je dis pas que c'est hyper nouveau, au sens où il y a des secteurs qui l'utilisaient déjà énormément, hein, dans le médical vraiment, le médico-social, etc. Mais il y a d'autres secteurs qui ne l'utilisaient pas du tout et là, c'est une révolution. Voilà pour la FEST. C'était un peu long, désolé. Et ça permet d'apporter en effet des précisions hein, sur ce sujet. Donc, on va revenir sur la partie, on a évoqué la partie retour d'expérience. Est-ce que, Marc, tu as des éléments à apporter justement sur l'évolution et la professionnalisation? Quelques éléments à retenir justement sur votre propre expérience? Bah, moi, à partir de l'expérience, alors de ces campus et de nos clients aussi, hein, qu'on accompagne depuis des années sur la professionnalisation des acteurs de la formation, je crois que, d'ailleurs, si tu peux descendre de 2 slides, je crois que ce qui est important à retenir, c'est qu'on a une sorte de montée en gamme du formateur qui va devoir devenir, qui doit devenir un architecte de dispositifs de formation. Et donc, il doit être en capacité de penser cette multimodalité qui est beaucoup plus, je dirais, complexe que de concevoir simplement des stages présentiels. Parce qu'il faut être en capacité de maîtriser les 3 pédagogies et de pouvoir les combiner au mieux euh, en fonction du profil et du contexte pédagogique de chaque apprenant. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc la dimension ingénierie pédagogique est vraiment bien plus élevée aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 30 ans quand j'ai débuté ma carrière. L'autre point, si tu peux avancer encore d'un cran, Néné, on verra les compétences majeures, voilà. L'autre point qui est très très important, c'est la posture du formateur. Alors on dit le formateur doit être un accompagnateur aujourd'hui, doit être un facilitateur, etc. Bon, c'est gentil, on peut le dire à longueur de webinaire, mais ça se traduit très concrètement par la maîtrise par le formateur d'approches pédagogiques ou de techniques pédagogiques, on va dire techniques au sens très large du terme, qui sont le modelage, le feedback et la réflexivité, comme vous le voyez en bas de l'écran. C'est-à-dire que le formateur, il doit être en capacité aujourd'hui, en fonction du degré d'autonomie de son apprenant, soit de faire du modelage, c'est-à-dire montrer le geste et l'amener à refaire, hein, puisque c'est ça le principe du modelage, ce qu'on voyait dans le tutorat classique, soit faire simplement des feedbacks vis-à-vis de ses apprenants. Mais quand on fait un feedback, c'est pas lui expliquer ce qu'il devrait faire, mais c'est simplement lui dire ce qu'il a fait pour qu'il en prenne conscience. Et c'est à lui, apprenant, de trouver la solution pour s'en sortir. Et c'est pas, comme on dit, au formateur à donner le poisson, mais il faut qu'il apprenne à pêcher, encore une fois. Et puis le dernier, c'est le questionnement réflexif dont je parlais tout à l'heure, c'est la réflexivité. Et là, c'est une très très forte autonomie qu'on donne à l'apprenant, qui doit être en capacité de prendre conscience par un simple questionnement, c'est de la maïotique quelque part, par un simple questionnement, comment il a fait, pourquoi il a fait comme ça, et comment il pourrait faire mieux la fois prochaine, et puis comment il peut vraiment prendre rendez-vous pour une nouvelle situation de travail et transférer ce qu'il vient d'apprendre dans une autre situation de travail. Donc voilà, je crois que s'il y a 2 grandes compétences, c'est la première et la dernière. Les autres sont importantes, hein. Savoir aussi faire une des ressources digitales, c'est pas neutre. Savoir concevoir un dispositif d'accompagnement, c'est pas neutre non plus. Savoir bien sûr faire ces séquences pédagogiques, c'est pas neutre, mais ça c'est plus vieux. Mais vraiment, s'il y en a 2 nouvelles à acquérir, c'est architecturer ces dispositifs et vraiment changer sa posture de formateur, si ce n'est déjà fait, et acquérir des méthodes de modelage, de feedback et de réflexivité. Et c'est ce qu'on voit avec la FEST. C'est ce que les gros apports de la FEST. Voilà. Du coup, il y a d'autres questions justement sur la partie AFEST de Marie Le Égaré. N'y a-t-il pas un risque de limiter l'apprentissage à un poste de travail avec l'AFEST, pas de pérennité dans un contexte mouvant des compétences professionnelles?
Alors pas du tout, parce que ça c'est l'exemple type de la mauvaise AFEST. Si vous faites une AFEST tutorat, ce que j'appelle, c'est-à-dire que viens, je vais te montrer comment on fait au poste de travail et tu vas refaire devant moi, bah, tu n'apprends que le geste effectivement du maître, mais c'est pas ça l'AFEST. L'AFEST, c'est amener à faire prendre de la hauteur à la personne et à sortir de la situation de travail qu'elle vient de faire par le questionnement réflexif dont je parlais tout à l'heure, pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle fait bien, de ce qu'elle fait moins bien, et comment elle peut faire mieux ailleurs dans d'autres domaines. Donc la FES, par définition, c'est une pédagogie qui ouvre vers l'ensemble des situations de travail et vers l'autonomie dans son travail parce que c'est un mode de réflexion permanent sur une réinterrogation permanente sur comment je fais et comment j'investis par mes modèles mentaux la réalité. Donc ça, c'est vraiment la bonne AFEST se joue dans le questionnement réflexif, bien entendu, et c'est pas du tout du tutorat. Alors après, autre chose, il n'y a pas, nous, ce que l'on voit à travers nos référents qui sont certifiés chez nous, et à chaque fois, ils font un projet d'AFES, ils sont obligés de faire un projet d'AFES, ce que l'on voit, c'est qu'il y a très peu de pure AFES. La pure AFES, qui serait de faire que de l'AFES, euh, c'est pas bien prendre le problème. Il faut combiner ça avec de la connaissance théorique. Et là, vous allez compléter par de la connaissance théorique. C'est-à-dire que quand vous amenez la personne à dire, bon, alors maintenant, on va transférer ailleurs. Mais de quoi tu as besoin comme connaissance supplémentaire pour pouvoir appliquer dans d'autres situations? Eh bien, là, vous allez le renvoyer vers un cours digital, vers une formation en classe virtuelle ou vers un cours en présentiel, une formation en présentiel. Voilà, donc la FEST, il ne faut pas la réduire à l'apprentissage du geste de travail avec un tuteur devant lui. C'est surtout pas du compagnonnage, quoi, si vous voulez. Et encore, le compagnonnage, c'est une mauvaise image du compagnonnage quand je dis ça, parce que le compagnonnage, c'est quand même quelque chose de très très bien. Une question de Eugénie Algrin. Est-ce possible de digitaliser absolument tout le parcours, aussi bien administratif que pédagogique? Je pense notamment au recueil du besoin et à la personnalisation de la formation. Alors, je ne sais pas ce qui se cache derrière la question, mais on va prendre le. Enfin, parce que Il faut jamais tomber dans il y a eu, l'excès de tout, quoi. ouais. Il y a un complément à la fin. Peut-on réaliser l'objectif opérationnel sans parler directement aux stagiaires en étant en e-learning à 100%? Non, mais bien sûr que non. Mais justement, moi je parle de multimodalité pour ça. J'insiste sur la multimodalité parce que euh, je crois qu'il faut arrêter de se poser la question quelle est la meilleure pédagogie, enfin, quelle est la meilleure modalité pédagogique. La meilleure modalité pédagogique, c'est la multimodalité, c'est-à-dire de combiner toutes les modalités. Donc il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais c'est vrai que en les combinant, bon, on trouve toujours une solution, quoi, si vous voulez. Voilà, et ça sert à rien de se priver d'une pédagogie d'AFEST ou d'une pédagogie digitale et encore moins d'une pédagogie présentielle qui est extraordinaire, le présentiel, pour créer des chocs pédagogiques, ce que j'appelle des chocs pédagogiques, c'est-à-dire des moments eureka ou des moments où on prend conscience en groupe, où il y a une force du groupe qui vous aide à voir que des choses sous un autre regard ou qui vous permet de vous entraîner en toute sécurité, pas en situation de travail, mais en toute sécurité. Par exemple, comme un formateur, quand il vient faire des jeux de rôle, de simulation, de formation, quand il débute sa carrière de formateur, bah, c'est très bien d'être dans quatre murs et en toute sécurité. Voilà, au moins il ne prend pas de risque ni pour ses stagiaires, ni pour lui. Donc voilà, donc je pense que on ne peut pas tout digitaliser, mais on peut digitaliser par exemple le positionnement. Nous, on a des questionnaires de positionnement, donc une vingtaine de questions pour entrer dans ce parcours, mais bien sûr qu'après on a une heure d'entretien avec la personne parce que bon, quand vous rentrez sur un parcours de 230 heures, voilà, qui a un certain coût, on va pas envoyer les gens comme ça faire une formation s'ils en ont ni la totale l'appétence, ni les totales capacités. Donc, bien sûr qu'il faut compléter par une heure d'entretien, vous voyez. Mais bon, là, je parle d'un gros parcours. Quand vous êtes sur des choses plus courtes, vous pouvez avoir moins. Mais c'est là où ce qui est important, c'est pas d'opposer digital, pas digital, etc. C'est vraiment de vivre avec
C'est pas dire mais c'est dire et quoi. Alors je veux pas dire et en même temps parce que bon maintenant c'est devenu politique, mais c'est cette logique là quoi. C'est on peut faire les deux, on peut faire les trois en même temps. Et justement, Eugénie apporte cette précision en indiquant que c'est pour ça qu'elle pose la question, car elle trouve que ça déshumanise totalement. Alors oui, alors la question de la déshumanisation, ça aussi c'est une question qu'on m'a toujours posée sur le digital. Moi je dis plus vous digitalisez, plus vous devez humaniser. Donc, plus vous digitalisez, plus vous devez mettre de l'accompagnement. Plus vous devez mettre du mentorat, plus vous devez accompagner. Voilà. Donc, effectivement, les gens qui ont cru, et il y en a beaucoup qui croient ça, il y a des solutions. Tiens, d'ailleurs, Néné, tu peux revenir en arrière sur un slide où j'ai mis plein de solutions. On les donnera, je pense, je ne sais pas comment vous faites, mais on peut les donner avant. Vas-y, vas-y. Voilà. Là, je vous ai mis tout plein de solutions. Il y a les liens derrière de gens qui ont voulu, qui font de la digitalisation à outrance. C'est des grosses plateformes de digitalisation. La plus grosse étant LinkedIn Learning. C'est quand même le groupe Microsoft qui est derrière. Hein, donc, c'est pas rien, quoi. Hein, c'est un GAFAM qui est derrière, qui vont vraiment très, très investir le e-learning. Ils vont vous proposer d'ici l'été prochain, aux États-Unis, pas en France, mais ça viendra après, ça certainement en France, de mettre tous vos contenus sur la plateforme LinkedIn Learning. Ils ont des projets très très gros de captation des contenus, je dirais, des savoir-faire des formateurs. Eh bien, tous ces gens-là, ils pensent qu'on va faire une formation comme ça, sans médiation. Oui, ça marche pour ce que j'appelle moi des serial learners, hein, c'est-à-dire comme il y a des serial killers, il y a des serial learners, des gens qui apprennent, c'est des apprenants compulsifs, quoi. Ils apprennent en permanence. Et ça représente très très peu de gens. Alors ça peut représenter peut-être des consultants formateurs parce que je sais que vous êtes des passionnés et des gens qui adorent vous former. Mais ça représente pas la totalité des Français aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc oui, il faut beaucoup, beaucoup humaniser, il faut beaucoup, mais surtout que demain, on voit les accords télétravail qui se multiplient, les gens seront de moins en moins au travail en présentiel. Donc si en plus vous leur enlevez la formation qui était un grand moment culturel, un grand moment de collectif, de vie en commun dans une vie d'entreprise, bah là, vous enlevez tout, quoi. Voilà, donc non, moi je pense pas que le parcours, par exemple, qu'on vous a présenté, il soit totalement déshumanisé. Tous les 15 jours, vous avez des contacts, vous avez du présentiel, etc. C'est juste plus flexible, voilà. Et vous avez toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà, c'est sûr que si vous faites 6 mois en présentiel dans un centre de formation, ça sera encore plus humain. Mais aujourd'hui, honnêtement, ça on peut plus le faire, quoi. C'est plus possible. Deux questions. Une question de Isabelle Cerruti. Quid de l'animation de communauté d'apprenants? Peut-on dire que c'est aussi une nouvelle posture en empruntant celle du community manager? Et la deuxième question, c'est de Anne Tête. Pourrait-on rapprocher une action AFEST avec une analyse 5S dans un poste de travail? Alors, la première, tu me reposeras la deuxième parce que je vais l'oublier, ça j'en suis En sûr. effet, oui. La première question, oui, sur les communautés, les communautés d'apprentissage, hein, les réseaux d'apprentissage, je crois que là aussi, on en est au tout début. Au tout début, enfin au tout début, nous on a testé des choses chez Orange dès les années, il y a 6-7 ans, moins de ça, hein, je sais pas, de 2013, 2014, je sais plus. Ça marchait pas très bien. Pourquoi? Parce que les tailles des groupes étaient trop petits. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut aller sur des grands groupes qui sont en complément de la promotion du stage. C'est-à-dire, si vous prenez un stage de 10-20 personnes, si vous faites partir des gens par groupe de 10 ou 20 ou de 15 ou de 12, enfin, je sais pas, il vaut mieux les faire rentrer dans une communauté de 100 personnes, quoi, c'est-à-dire celle des autres groupes. Et voilà. Et donc, nous, on pense qu'il faut dissocier la communauté du groupe de formation après les premières difficultés qu'on a rencontrées. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, donc pour aller dans l'idée d'Isabelle Cheruti, c'est oui, il y a des choses à les piquer, je pense, du côté des community managers.
et pour apprendre de ça. Voilà. Donc nous, on n'a pas encore assez appris là-dessus pour dire, pour vous faire un retour d'expérience, mais quand on en saura plus, voilà, on vous le dira. Alors, il y a un dernier point aussi sur les communautés d'apprentissage, c'est que tout le monde aujourd'hui utilise des outils comme Teams, hein, les canaux Teams, pardon. Et donc là, je pense qu'il y a des choses à aller voir puisque les gens vont rentrer dans une pratique, ils rentrent en ce moment dans une pratique depuis le Covid, ils rentrent dans une pratique de la communauté. Et donc, on va pouvoir récupérer des choses, des apprentissages de nos apprenants pour mieux guider l'évolution de ces pratiques de communauté pédagogique. Alors, l'autre question, c'était la méthode 5S. J'ai bien connu, j'étais formateur dans mon jeune âge sur la méthode 5S. Eh bien, oui, ça peut être un outil d'analyse du travail, le 5S. Oui, oui. Comme il y en a d'autres. Tous les outils de lean management, on va dire, je ne sais pas si le 5S, je ne suis pas spécialiste de ça quand même, je ne sais pas si le 5S, vous le mettez dans les outils du lean, mais globalement, tous les outils du lean peuvent être utilisés pour une analyse du travail. Mais après, il y a autre chose aussi. Il y a vraiment l'analyse très concrète des tâches des personnes et l'activité réelle versus l'activité prescrite qui est vraiment à utiliser et à mesurer et à faire accoucher, quoi, je dirais, par les apprenants. Voilà. Mais mettez la FEST, vous pouvez l'utiliser, enfin, partez de ce que vous savez en tant que consultant dans vos domaines pour infestiser vos pratiques. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous êtes déjà fort en méthode 5S, ouais, utilisez-la comme un outil de la FEST, comme un moment de la FEST. Il y a une question et après on va passer du coup à la conclusion et on traitera donc les questions qui viendront par la suite s'il y en a encore. Une question d'Andy Fauxon. Pensez-vous que le CPF et DOF exige que le détail du contenu de chaque leçon soit noté et disponible pour un audit en 2022? Écoutez, moi je ne pense pas, mais en 2022, je ne sais pas ce que sera la réglementation. Ce que je sais, c'est que, on va dire, les pouvoirs publics actuels, on ne sait pas ce qu'ils seront en 2022 ou 2023, bien entendu, et je présume de rien, mais les pouvoirs publics actuels poussent énormément vers une libéralisation de l'information et une libéralisation des modalités pédagogiques. C'est quand même eux qui ont offert la possibilité de faire de la FEST, qui est une vraie révolution, comme je l'ai dit. C'est eux aussi qui ont redéfini l'action de formation. C'est eux aussi qui ont redéfini le cadre de la traçabilité. Sachez qu'aujourd'hui, même pour une formation présentielle, et j'insiste parce que j'en ai marre qu'on nous réclame ça, même pour une formation présentielle, la feuille d'émargement, légalement, n'est plus obligatoire. Vous pouvez faire par tout moyen probant la preuve de la réalisation de votre formation. Et les moyens probants, c'est par exemple d'avoir donné des exercices et que la personne ait réalisé ces exercices. Nous, c'est comme ça que l'on fait dans notre démarche. Vous verrez un rapport de la FFOD qui a été fait par Sabrina Dougados, meilleure experte en France sur le droit de la formation probablement, qui explicite ça dans le détail. Et donc, ça a changé en 2018. Il faudrait qu'aujourd'hui, tous les opérateurs, qu'ils soient de compétences, qu'ils soient Pôle emploi, etc., prennent conscience de ça, et même les entreprises parfois, parce que les entreprises réclament encore des fiches de présence ou des trucs comme ça, avoir une fiche de présence avec un webinaire comme on vit aujourd'hui, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on ne sait pas si vous êtes derrière votre écran, si c'est vous derrière votre écran ou pas, quoi. Voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Donc, les pouvoirs publics poussent vers ça. Il y a vraiment une vraie volonté d'y aller. Et c'est vrai qu'on est encore dans des modèles mentaux, mais de la formation à la papa, où il n'est de formation que si on est assis derrière une table à regarder un professeur. Voilà. Donc, et qu'on peut signer matin et après-midi avec un stylo différent pour faire bien la preuve qu'on était là le matin et l'après-midi, parce qu'il y a même eu des organismes collecteurs qui
faisait des études graphologiques pour savoir si c'était bien le stagiaire qui avait signé ou pas le responsable pédagogique. Voilà. Bon, ça, je crois que c'est un truc de l'ancien temps, quoi. Il faut arrêter. Voilà. Par contre, ça pose des vraies questions sur qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on prend en charge quand on est financeur de la formation dans un dispositif comme celui que je vous ai montré là tout à l'heure. On prend du temps, on prend des moyens pédagogiques qu'on met à disposition. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadé qu'il y aura un Calliope version 24 à un moment donné, c'est-à-dire une norme, c'est fait pour s'améliorer, où on sera plus audité sur les moyens pédagogiques qu'on met à la disposition de nos stagiaires que forcément sur on a fait la bonne fiche de présence, on a bien le certificat signé 3 fois, etc. Je pense qu'on ira vers quelque chose demain qui sera des audits plus ce qu'on fait dans, par exemple, moi je l'ai vécu dans l'automobile il y a déjà des années, plus vers un audit de qu'est-ce qu'on met comme moyen à disposition pour faire en sorte que la formation réussisse, que simplement du contrôle administratif. Alors je ne dis pas que Calliope est un contrôle administratif, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a encore dans la première norme des choses qui reflètent encore de l'ancienne formation. Il y a des choses super bien, comme le positionnement, comme la personnalisation du parcours, hein, il y a plein de belles choses. Mais on n'a pas encore, je crois qu'on va capitaliser là-dessus et on va, je pense, demain avoir une norme de plus en plus riche et de plus en plus ouverte, et en tous les cas, je l'espère, pour ouvrir ce nouveau champ de la formation qui est absolument indispensable d'ouvrir. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci Marc. François? Moi, ce que nous voulons faire à travers ces webinaires thématiques, c'est présenter un point de vue pragmatique à des professionnels et on prend le soin de choisir des intervenants qui sont des praticiens. Bon, il y a beaucoup de webinaires ou de conférences où on a, où d'ailleurs Marc intervient très souvent, où on va parler de la théorie, on va s'adresser à un public de parties intéressées, mais qui ne sont pas des professionnels de la formation, comme par exemple à l'université de la formation où 60% des participants sont des financeurs ou des partenaires sociaux. 60-70%, il y a très peu d'entreprises et très peu de professionnels de la formation, de formateurs en tant que tels. Voilà. Donc là, nous, je crois que l'objectif est atteint parce qu'on a vraiment un point de vue professionnel de quelqu'un d'un homme qui met en œuvre ce qu'il dit et vous a parlé de sa pratique. Donc c'est ça qui me paraît intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un parcours encore très peu balisé, que le fait de digitaliser ces formations, mais dans lequel il faut s'engager. Et je crois que bon, on a devant nous une référence, en l'occurrence Marc, qui est devant depuis longtemps, qui a pris ce virage il y a longtemps, et il faut le suivre pour voir où est-ce qu'il va et arriver à reproduire à son échelle ce qu'il fait. Voilà, c'est la conclusion que j'en fais. Merci François, merci Marc, en effet pour cette intervention de qualité. Donc, à l'issue donc du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. La présentation vous sera envoyée des réceptions du questionnaire complété. Vous avez le contact donc de Marc pour aller plus loin sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, vous avez mon contact également sur l'après Calliope. Si vous avez donc pour toute question et on vous remercie encore de vous être connectés nombreux. Vous êtes encore nombreux. On aurait pu poursuivre s'il y a d'autres questions. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et la qualité de vos questions. Merci François, merci Marc. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous.